Côte d'Ivoire, près de 80% des foyers utilisent le bois comme combustible lors des cuissons, une utilisation qui n'est pas sans conséquence pour la santé et l'environnement. Pour réduire l'utilisation du foyer de bois, une alternative a été trouvée, le foyer amélioré. Autrefois incontournable pour tout voyageur en provenance du sud pour les régions du centre, du nord et du centre-ouest du pays. La commune de Toumoudji dans la région du Bélier, avec le prolongement de l'autoroute jusqu'à Yamoussoukro est désormais déviée. Que devient Toumoudji dans cette nouvelle configuration? La réponse dans cette édition. La 9e édition du Massa a refermé ses portes hier samedi. Le marché des arts et spectacles africains aura tenu ses promesses selon le ministre de la Culture, Maurice Badama. Pour finir en beauté, un grand concert de clôture a été organisé au Palais de la Culture de Treichville. Les experts du Bureau d'enquête et d'analyse BEA ont confirmé ce dimanche le scénario d'un crash volontaire de l'A320 de la Germanwings le 24 mars 2015 dans les Alpes, dans son rapport final sur l'accident. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Le magazine de ce dimanche va s'intéresser aux réformes à opérer pour améliorer la justice commerciale dans l'espace OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Notre invité est le président du tribunal du commerce d'Abidjan, le docteur Komoué François, magistrat hors hiérarchie, qui est à la tête de cette institution depuis 2012, n'est-ce pas, docteur Komoué? Tout à fait, c'est depuis juillet 2012 que j'ai été nommé à la tête de cette juridiction par M. le Président de la République sous proposition du garde des Sceaux, ministre de la Justice. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation et à tout à l'heure pour l'entretien. En attendant, le magazine de ce dimanche feuilleton ensemble l'actualité. La Fondation Children of Africa a organisé vendredi au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire son gala de bienfaisance dont les profits sont destinés à la construction de 3 maisons d'accueil pour l'hébergement des enfants victimes de la traite et de l'exploitation. Témoin pour RTI 1, Viviana Himer. L'objectif de ce gala de bienfaisance organisé par la Fondation Children of Africa au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire, récolter 3 milliards de francs nécessaires pour la construction et l'équipement de 3 maisons d'accueil dans les villes de Bouaké, Soubré et Ferkessédougou pour recueillir et héberger les enfants victimes de la traite et de l'exploitation. Une cause pour laquelle la présidente fondatrice de Children of Africa, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a décidé d'engager toutes ses forces. Le principe du gala de bienfaisance, utilisé par la Fondation Children of Africa pour recueillir des fonds, car elle ne bénéficie pas de subventions de l'État, mais travaille à partir de ses fonds propres, est de rassembler en une soirée le maximum de personnes capables de lui apporter des contributions significatives. Pour ce gala de charité, la présidente fondatrice de Children of Africa a démontré sa capacité de mobilisation autour de la cause qu'elle défend. Tout ce qu'Abidjan compte de personnalités politiques, administratives et du milieu des affaires a répondu à l'invitation de la première dame, sans compter ses nombreux invités venus de l'étranger. Mais le plus illustre de tous était incontestablement son époux, le président de la République Alassane Ouattara, qu'elle a accueilli gracieusement. À tous, la première dame a exprimé sa gratitude. Mesdames et messieurs, chers donateurs, vous avez répondu de façon exceptionnelle à l'invitation de la Fondation Children of Africa et j'en suis très heureuse. Vous nous avez également démontré votre générosité au-delà de nos attentes, dans l'unique but d'atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés, venir en aide aux enfants en détresse. En effet, la Côte d'Ivoire est confrontée à l'épineuse question du travail des enfants depuis plusieurs décennies. Dans ce contexte, de nombreuses actions sont entreprises avec des partenaires nationaux et internationaux en vue d'éradiquer ce phénomène dans notre pays. Le gala de ce soir a pour but de permettre la construction et l'équipement de 3 maisons d'accueil pour enfants en détresse à Bouaké, Ferkessédougou et Soubré. Ce projet d'envergure est estimé à 3 milliards de francs CFA au total. Il s'agit de la somme qu'il nous faudra recueillir ce soir grâce à votre générosité.
Près de 800 invités qui ont laissé parler leur cœur à travers des dons divers à la Fondation pour lui permettre de réaliser ses 3 maisons d'accueil pour enfants en détresse. Chaque convive a payé sa place à ce gala. Des tickets de tombola et des enveloppes surprises ont été vendus au cours de la soirée, qui ont également permis à la Fondation de récolter de l'argent. Le clou a été la vente aux enchères de 4 objets de valeur. Cette vente a rapporté à la Fondation près de 500 millions de francs. Une belle moisson pour Children of Africa. Si l'aspect humanitaire figurait au premier plan, n'empêche que l'hospitalité à l'ivoirienne était tout aussi manifeste à travers le groupe Magic System qui a fait danser plus d'un et aussi à travers la bande d'humoristes d'Afterwork qui a arraché des éclats de rire à l'assistance. Les numéros du grand cabaret de l'animateur français Patrick Sébastien figuraient parmi les attractions de la soirée. Reportage signé Viviane Haïm. Des professionnels de la santé étaient à Grand Bassam à la faveur du 6e congrès de la Société ivoirienne de médecine interne. Le thème de ce congrès santé et développement de notions indissociables pour le progrès de toute nation selon ses experts à ce congrès. Vénor Seman, Niamien. La médecine interne, c'est la discipline mère de toutes les branches médicales. En Côte d'Ivoire, les praticiens de cette médecine veulent être partie prenante au processus de développement. Et la méthode est bien choisie. Nous voulons mettre sur pied une société qui va s'occuper de la prévention. Nous allons appeler cette structure l'hôpital des bien portants. Améliorer la santé des populations est un préalable à tout développement socio-économique. Voilà pourquoi la Société ivoirienne de médecine interne place son 6e congrès sous le thème « Santé et développement ». 2 jours de conclave à Grand Bassam afin de proposer des solutions au pouvoir public. Les propositions que nous allons faire à nos autorités, c'est d'ouvrir vraiment les voies pour prévenir toutes ces maladies, pour lutter efficacement contre toutes ces maladies. Tous les spécialistes s'accordent à dire que santé et développement sont indissociables. La croissance économique a des répercussions positives sur la santé et le bien-être de la population. De même, une population bien portante constitue un véritable moteur pour tout développement dans ses différentes composantes. La Société ivoirienne de médecine interne existe depuis 1999. À ce jour, elle compte près de 200 membres. Nous vous le disions dans nos titres, en Côte d'Ivoire, près de 80% des foyers utilisent le bois comme combustible lors des cuissons, une utilisation qui n'est pas sans conséquences pour la santé et l'environnement. La fumée dégagée peut causer des maladies respiratoires, des maladies cardiovasculaires et même le cancer. Pour réduire l'utilisation du foyer de bois, une alternative a été trouvée, le foyer amélioré. Voyons les détails avec Masso Kone et Grascando. Chaque jour, c'est au feu de bois qu'Edwige, restauratrice, prépare ses plats dans des conditions plus que difficiles. Bon, je prépare sur Faro parce que gaz là, ça me coûte cher. Quand je prends, ça ne fait pas une semaine. Ça finit. Donc ça ne m'arrange pas. Je préfère faire sur Faro. Faro aussi, c'est fatigant le feu là. Ça me fatigue. Quand j'ai fini, je sens fumer. Ça brûle mes yeux. Ça me rend malade. Selon des études menées, 79% des foyers ivoiriens utilisent le bois comme comestible. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la pollution de l'air de la maison lors de la cuisson tue plus de 4 millions de personnes chaque année. Ainsi, pour remédier à ce fait, la communauté internationale se mobilise pour promouvoir l'utilisation d'équipements de cuisson plus adaptés et moins polluants. Pour fabriquer un cœur de charbon, il faut brûler 7 kg de bois mort. Au-delà d'utiliser le bois, il y a aussi des déchets agricoles qu'on peut valoriser pour avoir de l'énergie de cuisson. On peut utiliser les balles de riz, les coques d'arachide, les déchets du cacao, du café, du palmier. À l'issue d'une étude menée sur l'ensemble du territoire ivoirien,
De nombreuses stratégies ont été mises sur pied pour faciliter l'accès au gaz butane et accroître la diffusion des foyers améliorés. Les avantages pour ces foyers que nous avons mis au point, c'est que dans un premier temps, il y a une élimination radicale de la fumée. C'est des équipements accessibles, que ce soit abordable pour les ménages. On enregistre dans le monde près de 250 000 hectares de forêts déboisées par an. Un atelier sur la restauration des paysages forestiers en Côte d'Ivoire s'est tenu ici à Abidjan. Il a été organisé par l'Union internationale de la conservation de la nature avec l'appui du ministère des Eaux et Forêts. Objectif de cet atelier, trouver des voies et moyens pour une gestion durable du patrimoine forestier ivoirien. Konaté Moussa. Les forêts ivoiriennes ont presque perdu leur fonction essentielle en matière d'écologie et de production forestière. Plusieurs facteurs justifient cette situation selon le ministère des Eaux et Forêts. La Côte d'Ivoire attire des ressources très importantes à partir de certaines cultures d'exportation. Vous avez des personnes qui sont à l'intérieur, qui ont mis en œuvre des plantations, des cultures, et qui se font donc au détriment des superficies forestières. Quelle stratégie efficace pour la restauration du couvert forestier ivoirien? L'Union internationale de la conservation et de la nature, UICN, en collaboration avec le ministère des Eaux et Forêts, planche sur la question. Il y a certaines zones où on va planter directement les arbres à partir des pépinières. Il y a certaines zones où les paysans habitent, où on va intégrer les arbres dans les vieilles cacaoyères, par exemple. Ça fait partie de la restauration. Il y a des endroits comme les bassins versants où on va encourager la protection et la régénération naturelle. Donc par rapport aux besoins, par rapport à l'utilisation des terres, la restauration sera maintenant développée. C'est aussi amené progressivement donc, pour certaines personnes qui occupent ces pans importants de notre patrimoine forestier, à comprendre que s'il n'y a plus demain de forêt, il n'y aura plus d'agriculture. Donc il faut pouvoir concilier à la fois développement agricole et développement forestier. La Côte d'Ivoire compte deux principaux domaines forestiers, à savoir le domaine forestier permanent de l'État qui sont les forêts classées, les parcs et réserves, et le domaine rural qui constitue 70% du territoire dont les cultures de rente ont fortement contribué à la dégradation. Un problème que les autorités tentent de résoudre depuis des années. L'Ordre des géomètres experts agréés vient de s'enrichir de 8 nouveaux membres. Parmi eux, une femme, la première dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ils ont prêté serment le 7 mars dernier en présence de leur marraine, la première vice-présidente de l'Assemblée nationale, Eugénia Toubé, au RTI. Devant leur père et leur marraine, ces 8 nouveaux géomètres experts agréés prennent l'engagement sur l'honneur d'exercer leur métier en respectant les règles qui régissent la profession de géomètre expert. Le président de l'Ordre des géomètres experts de Côte d'Ivoire a instruit les nouveaux membres sur la conduite à tenir. Tout manquement au devoir de la profession rend son auteur passible d'une sanction disciplinaire. Les peines disciplinaires sont l'avertissement, le blâme, la suspension pour une durée maximum d'une année, la radiation du stage ou du tableau de l'ordre. Avec ces 8 nouveaux géomètres experts agréés, la Côte d'Ivoire en compte maintenant 35, dont une femme à ce jour, Kassi Aoussi Eliane. Après sa prestation de serment, elle a reçu les félicitations et encouragements de la première vice-présidente de l'Assemblée nationale, par ailleurs marraine de la cérémonie. Le problème foncier en Côte d'Ivoire est récurrent. Et grâce à vous, je pense que nous trouverons une solution. Avec l'aide du gouvernement, toutes ces jeunes dames géomètres, qu'elles fassent comme vous, car vous êtes une pionnière de la profession. L'Ordre des géomètres experts de Côte d'Ivoire existe depuis 1970. Il œuvre pour accompagner l'État ivoirien dans la production et la sécurisation des arrêtés de concession définitifs ACD. Autre sujet dans cette édition, l'avancée de l'urbanisation de la deuxième ville de Côte d'Ivoire. Bouaké constitue aujourd'hui des menaces pour plusieurs villages. C'est le cas de certains villages de la tribu à Samlan dans le canton Fari. Soro Corona, Kwadjo Kwame, RTI Bouaké. La ville de Bouaké connaît ces 5 dernières années une urbanisation galopante. Les terres de nombreux villages sont menacées par les différents lotissements. Ces morcellements de terre sont faits dans le désordre
et menacent constamment la cohésion dans les villages et surtout réduisent les terres cultivables. C'est le cas des villages de Minanko, Kongweko, Andokro de la tribu Assamlan à 1 km de Bouaké. Nous avons connu ces derniers temps des lotissements anarchiques. Les jeunes gens font des lotissements clandestins et bon, ça fait que les villageois qui ne maîtrisent plus leur domaine créent des conflits. Cette situation est le fait de l'absence d'un chef de tribu depuis 2001. Pour trouver une solution à cette question foncière qui menace la stabilité des villages, un nouveau chef de tribu a été installé. Nana Kwasi Kambrou II a été intronisé dans la pure tradition Aka. Les différents intervenants, tout en saluant cet acte, ont exhorté Nana Kwasi Kambrou II à résoudre cette épineuse question qui menace la pratique de l'agriculture. Je suis conscient de cette difficulté pour avoir été président de mutuelle pendant des années et aujourd'hui, porté à la tête de la tribu, je crois que c'est une voie autorisée pour rencontrer les autorités compétentes pour que solution soit trouvée. La tribu Assamlan compte 14 villages. 8 de ces villages attendent toujours leur électrification. 12 sont sans centre de santé et 8 ne connaissent pas la saveur de l'eau potable. Allez, nous sommes au deuxième grand titre de cette édition. La commune de Tumodi, dans la région du Bélier, était incontournable pour tout voyageur en provenance du sud pour les régions du centre, du nord et du centre-ouest du pays. Avec le prolongement de l'autoroute jusqu'à Yamoussoukro, la localité est désormais déviée. Que devient Tumodi dans cette nouvelle configuration? La réponse avec Abdul Kader, Sebedogo de RTI Bouaké. Tumodi. Ce carrefour naguère grouillait de monde. Tumodi se présentait comme la cité incontournable pour tous les voyageurs. Pour allier le centre-ouest et le Grand Nord en provenance d'Abidjan et des autres localités du sud, l'escale de Tumodi s'imposait. Qui pour se soulager, qui pour se restaurer. La cité, entre-temps, était connue pour être la capitale du monde de l'agouti. Fin 2013, l'ouverture du prolongement de l'autoroute jusqu'à Yamoussoukro va changer la donne. Tumodi est désormais dévié et la menace du virus Ebola fait interdire la consommation de l'agouti. Dans la ville, la nouvelle situation est vécue diversement par les commerçants et les transporteurs. Depuis qu'ils ont ouvert là, ça ne marche pas comme avant. On souhaite aller sous l'autoroute. On veut qu'on nous installe là-bas. Avant, les gens prenaient car, les taxis ne venaient pas. Maintenant que les cars ne passent plus ici, là, comme il y a assez de villages sur la route, fait que les taxis se sont devenus beaucoup. Bon, ça revient au même. Pour Simon Tina, maire de la commune de Tumodi, rien ne peut freiner le développement de sa ville qui compte aujourd'hui plus de 52 000 habitants. Tumodi deviendra ce que les cadres, les ressortissants et les résidents de Tumodi veulent que Tumodi devienne. Il nous appartient à nous de trouver des solutions au handicap que pose l'autoroute dans certains domaines. Parce que l'autoroute aussi est un gros avantage pour nous. Même aujourd'hui, vous avez des véhicules privés, beaucoup de véhicules privés qui tournent à l'échangeur, qui s'arrêtent au maquis, qui mangent et puis qui repartent. En soirée, un bref passage à la rue Princesse de Tumodi permet de constater une bonne ambiance dans la ville. Comme quoi, en attendant la levée de l'interdiction de consommer l'agouti, la sympathique commune de Tumodi s'habitue à sa nouvelle situation. Et Tumodi poursuit son développement. Tout à fait autre chose à présent. Des spécialistes dans le domaine de la lutte contre la cherté de la vie ont organisé vendredi dernier au plateau un panel. Ils proposent une coopération sud-sud accentuée qui pourrait profiter aux populations. Francis Boifo. Cherté de la vie. Le sujet préoccupe les populations et les gouvernants africains. Des mesures et réformes sont initiées pour soulager les consommateurs. Mais la lutte contre l'augmentation des prix des denrées est un combat quotidien qui nécessite pour ces panélistes une autre approche. Il faut améliorer la productivité et améliorer la rentabilité. Que ce soit national, que ce soit maintenant en complémentarité continentale. Ce n'est pas maintenant un produit qui est produit ici, national. Si on va l'importer, on l'importe
des pays africains. C'est-à-dire qu'il faut améliorer les échanges Afrique-Afrique. Ces réflexions s'inscrivent dans le cadre des journées nationales de lutte contre la cherté de la vie. Sur la question, le gouvernement ivoirien a instauré 2 périodes de soldes pour réglementer le commerce chaque année, du 10 au 31 mars et du 10 au 31 août. Francis Boifo, des représentants des populations du canton Eoutou dans le département de Dembokro étaient ici à Abidjan pour venir traduire leur reconnaissance au président de l'UDPCI, Albert Mabry Touakeus, par ailleurs ministre des Affaires étrangères, pour sa contribution au développement de leur canton. Thomas Guessambi. Le retour de l'ascenseur. En effectuant le déplacement d'Abidjan pour venir au président de l'UDPCI, l'actuel ministre des Affaires étrangères, le canton Aétou, dans le département de Dimbokro, voulait lui traduire toute sa reconnaissance pour avoir œuvré à la promotion d'un des leurs, Nguessan Kwame, et pour avoir contribué à l'amélioration des conditions de vie du canton. L'expression de cette reconnaissance s'est faite à la fois par des mots bien choisis, mais aussi par des présents. C'est tout ému qu'Albert Mabry Touakeus s'est adressé à son tour à ses hôtes. Tissons des liens, gardons-les et entretenons-les. C'est une des voies privilégiées de la cohésion sociale, de la paix, fondement de l'émergence d'une nation, dira-t-il. Pour renforcer les liens de cette fraternité, un espace boisé dans le canton, situé en pleine savane, portera le nom du président de l'UDPCI, fait à l'occasion membre d'honneur de la mutuelle de développement des Aétou. Cette rencontre d'Abidjan veut aussi jeter les bases d'un jumelage entre la sous-préfecture d'où est issu le canton Aétou et celle qui a vu naître le ministre Albert Mabry Touakeus. Le campus universitaire d'Abidjan va accueillir en novembre prochain le forum économique des startups africaines. La cérémonie de lancement de ce forum a eu lieu vendredi dernier au plateau. Christelle Nda Franquadio. Expliquer et convaincre, Assemian Kofi, jeune porteur de projet, en a fait une habitude. Il est à la tête d'une start-up. Entendez ces jeunes entreprises innovantes dont le potentiel suscite des levées de fonds. Son projet a même un nom. Le corps radial. C'est un système, donc l'objectif est de fonctionner avec l'énergie corporelle. Ça vous permet ici de pouvoir déclencher toutes sortes d'éléments, appareils chez vous à la maison, tout simplement en touchant, peut-être une table en touchant un objet. C'est sa particularité. De nombreux jeunes porteurs de projets comme Assemian rêvent d'espace d'expression. Un forum économique, la première édition des startups africaines sera organisée en novembre prochain. À cet effet, nous pensons qu'un forum organisé autour donc, de la création d'entreprises, de la promotion donc, des startups pour les entrepreneurs, qu'ils soient jeunes, vieux, mais qu'ils aient l'initiative donc, de pouvoir créer, peut permettre donc, de résorber une partie de ce chômage. Une initiative encouragée. Mariette Amouya, aujourd'hui chef d'entreprise, aurait voulu en son temps bénéficier d'une telle opportunité. Elle invite donc les jeunes à participer à ce forum. Le Forum économique des startups africaines vise également à promouvoir et inciter à la création de startups en Côte d'Ivoire. Objectif, réduire le chômage. L'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire sensibilise les femmes de la société civile sur leurs droits. C'était au cours d'un panel qui avait pour thème « Connaître ses droits participe à l'autonomisation de la femme, gage du développement durable ». Koné Pargasoro, reportage. Établir une justice égalitaire pour tous, lutter contre toute forme de discrimination à l'égard des femmes, contribuer à la promotion et à l'évolution des droits de la femme, de la famille et des enfants. Des défis que veut relever l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire. Pour atteindre son objectif, les responsables de cette association initient alors un panel autour du thème « Connaître ses droits participe à l'autonomisation de la femme, gage du développement durable ». La connaissance même du droit participe à l'évolution, de l'épanouissement de toute personne. Les femmes doivent transformer les choses et non se conformer aux choses. C'est-à-dire que les femmes doivent oser. Elles ne doivent pas se contenter d'accepter les choses. Pour les femmes de la société civile, connaître ses droits permet de mieux se défendre. Quand la femme ne connaît pas ses droits, elle ne peut pas revendiquer. Il y a des choses qui doivent lui revenir de droit. Ce genre
communication permet à la femme de pouvoir vraiment être située dans tout ce qu'elle a comme droit, comme garantie. Ça permet aussi de pouvoir évacuer certaines incertitudes. Ce panel s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale de la femme célébrée le 8 mars. Et justement, les femmes étaient à l'honneur à Djibérou, à la région du Gao, et à Niablé, département d'Abangourou, dans le cadre de la Journée internationale de la femme. C'était mardi dernier. Elles ont été appelées à cette occasion à prendre conscience de leur potentialité à œuvrer pour leur autonomie financière. Thérèse Tapeyoboué. Djibéroua a abrité cette année la cérémonie de la célébration de la Journée internationale de la femme dans la région du Gao. Une cérémonie démarrée par un imposant défilé de lycéennes et d'une cinquantaine d'associations et de groupements féminins. Une occasion saisie par les intervenants pour dresser un bilan sombre des droits de la femme dans le département de Gagnoa. Pour cela, tous ont appelé à une autonomisation de la femme et à la lutte contre toutes les formes de discrimination contre les femmes dans la région. C'est la ville de Niamblé, située à une vingtaine de kilomètres d'Abangourou, qui a accueilli les manifestations dédiées à la Journée internationale de la femme. Occasion pour la directrice régionale de la promotion de la femme d'inviter les femmes à prendre conscience de leur potentialité et à se mettre au travail pour acquérir leur autonomie financière. Elle n'a pas manqué d'appeler les autorités locales de Niamblé à s'engager pour la cause des femmes en dotant la localité d'une institution de formation et d'éducation féminine et d'un centre de protection de la petite enfance. Brigitte Kossonou, sous-préfet d'Aniansieux, a invité l'ensemble des femmes de la région de l'Indénié-Duablé, particulièrement celles de Niamblé, à plus de solidarité en se mettant ensemble dans des coopératives pour mener des activités génératrices de revenus. La 9e édition du Massa a refermé ses portes hier samedi. Le marché des arts et spectacles africains aura tenu toutes ses promesses selon le ministre de la Culture Maurice Badaman. Pour finir en beauté, un grand concert de clôture a été organisé au Palais de la Culture de Trècheville. Franck Quadio. Palais de la Culture d'Abidjan Trècheville, scène de fin. Public transporté, le Massa, 9e édition, clôt ses portes. Débuté le 5 mars, le marché des arts du spectacle d'Abidjan aura tenu toutes ses promesses. Au moment de baisser le rideau, imperfections et satisfecits sont relevés par le commissaire général, le professeur Yacouba Konaté. Une volonté de mieux faire, soutenue par la représentante du secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, mais surtout un Massa placé sous le signe de l'hommage, celui à Ismaël Diaby, une des chevilles ouvrières décédée juste avant le lancement. Un prix sera décerné à partir de cette année à un technicien par l'OIF, une idée du défunt. Mais le Massa, c'est avant tout le spectacle. De quoi ravir. À ce Massa, nous avons accueilli 37 pays et 2500 festivaliers. C'est la moitié de ce que nous attendons dans un an et demi aux Jeux de la francophonie. Et au spectacle de prendre le pouvoir, sur scène des humoristes, des artistes, tout genre mêlés. Et cerise sur le gâteau, Serge Beno, puis Ismaël Isaac. Ambiance entretenue jusqu'au bout de la nuit pour un Massa 2016 fort mouvementé. Le magazine de ce dimanche s'intéresse aux réformes opérées pour améliorer la justice commerciale dans l'espace OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Notre invité est le président du tribunal du commerce d'Abidjan, le docteur Komoué François, magistrat hors hiérarchie, qui est à la tête de cette institution depuis 2012. Merci d'avoir accepté notre invitation, M. Komoué. Avant notre entretien, vous permettez, nous allons suivre ensemble ce reportage de Sita Soro sur ces réformes. Regardez.
2 jours d'échange sur les meilleures pratiques en justice commerciale en Afrique, zone OHADA, Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Des échanges organisés par le tribunal de commerce d'Abidjan. Ces journées avaient pour objectif montrer l'importance des tribunaux de commerce et des chambres commerciales ainsi que partager les meilleures pratiques et expériences de réforme menées dans l'espace OHADA. Rencontre au terme de laquelle il a été mis en place un réseau de tribunaux de commerce d'Afrique regroupant ceux des 17 États membres. Car jusque-là, seulement une dizaine en possédaient, les autres ne disposant que de chambres commerciales spécialisées. Ce fut également l'occasion, entre autres, de consolider les acquis et améliorer la justice commerciale dans chacun des pays membres. Les journées d'échange de l'OHADA s'inscrivaient ainsi dans le cadre du programme de renforcement du secteur de la justice financé par le 2e contrat de désendettement et de développement C2D avec l'appui de la Banque mondiale. Monsieur Komoyen François, c'est quoi le tribunal du commerce d'Abidjan? Alors, le tribunal de commerce d'Abidjan est une juridiction spéciale qui est située à Cocody les Deux Plateaux et qui comprend 2 catégories de juges. Il y a les magistrats de carrière qu'on appelle juges professionnels et les opérateurs économiques qu'on appelle juges consulaires. Ils sont assistés de greffiers et d'un personnel administratif et de sécurité. Voilà ce qu'est le tribunal de commerce. Et c'est bien perçu. Alors, les 22 et 23 février dernier, les tribunaux de commerce de la zone OHADA étaient ici à Abidjan pour une rencontre. Alors, quels sont les objectifs de cette rencontre? Peut-être avant de préciser les objectifs de cette rencontre-là, je voudrais, pour que la présentation des tribunaux soit complète, me permettre de rappeler un peu les missions qui nous sont confiées. Tout à fait. La première mission, c'est de prendre en charge les litiges de la vie économique. La deuxième mission, c'est de prendre en charge les difficultés des entreprises. La troisième mission, c'est de gérer le registre de commerce et de crédit immobilier. Et la dernière mission, c'est de prendre en charge certains litiges qui nous sont confiés par des textes spéciaux. Notamment, par exemple, le Code de la marine marchande confie aux juridictions commerciales la connaissance des litiges de travail entre les capitaines de navires et les armateurs. Et il y a l'acte uniforme aussi qui permet de prendre en charge les équatures des sentences arbitrales et d'homologuer les procès-verbaux de médiation. Ceci dit, c'est vrai, les 22 et 23 février dernier, nous avons organisé ces journées qui ont été financées, comme l'a dit votre reporter, par le contrat des endettements développement avec l'appui de la Banque mondiale. L'objectif, c'était, on peut dire, il y avait 3 objectifs. Le premier, c'est de souligner l'importance des tribunaux de commerce dans la prise en charge des litiges commerciaux. Et le deuxième objectif, c'était de partager les bonnes pratiques et les réformes qu'il y avait dans tous les tribunaux de commerce dans la zone OHADA. Et puis le dernier objectif, c'était aussi de créer un réseau des tribunaux de commerce. Alors justement, par rapport à ce réseau, est-ce qu'il y a eu d'autres résolutions? Oui, il y a eu d'autres résolutions. Et d'ailleurs, c'était des journées très intéressantes. Peut-être, avant ces résolutions, il faut peut-être que je rappelle les pays qui sont venus. Du Burkina Faso, nous avions le tribunal de commerce de Ouagadougou, celui de Bobo-Dioulasso, du Mali, le tribunal de commerce de Bamako, de la République démocratique de Congo, le tribunal de commerce de Lumumbashi et celui de Kinshasa. Et puis de Brazzaville, il y avait le tribunal de commerce de Brazzaville. De Niamey est venu le tribunal de commerce, du Niger est venu le tribunal de commerce de Niamey, et du Tchad, le tribunal de commerce de N'Djamena. Donc ça fait quand même un beau monde. Et on a voulu quand même associer les tribunaux de première instance qui sont autour de la Côte d'Ivoire, où il n'y a pas, par exemple, le Sénégal, le Bénin, le Togo et la Guinée-Conakry. Il n'y a pas de tribunal de commerce là-bas. Il y a des tribunaux non, il n'y a pas de tribunal de commerce encore. Oui, alors on les a associés pour justement essayer de faire en sorte de susciter la création des tribunaux de commerce dans ces pays-là. Et d'ailleurs, à la fin de ces journées, les présidents de ces tribunaux ont pris l'engagement de faire voir à leurs ministres de la Justice respectifs l'importance qu'il y a à aller dans ce sens-là. Je précise que concernant le Bénin, ils ont déjà élaboré les textes qui sont en attente d'adoption devant le Parlement. Alors, vous aviez demandé s'il y avait eu d'autres résolutions. Oui. En dehors du réseau qui a été oui, en dehors du réseau, il y en a eu beaucoup d'autres. Mais j'en signale seulement 3. La première résolution, c'est de faire en sorte que les pouvoirs publics et les organisations professionnelles du secteur privé s'impliquent davantage dans la prise en charge des besoins humains, matériels, financiers des juridictions de commerce pour maintenir leurs performances et les accroître, bien sûr.
Et la deuxième résolution, c'est de faire en sorte aussi qu'on élabore un statut pour les juges consulaires. Ce sont des juges temporaires, puisqu'ils viennent par mandat. Nous, on est des magistrats de carrière, et c'est des juges temporaires, mais il faut qu'un statut clair soit défini concernant ces juges-là. Vous y travaillez? Oui, on y travaille. Bien sûr, les magistrats professionnels ont le statut de la magistrature. Les juges consulaires, il est bon qu'un statut soit, et on y travaille. Et dans le cadre du réseau, nous allons préparer un texte qu'on va soumettre à l'ensemble des membres du réseau. Et puis bon, peut-être on soumettra aux différents ministres de la Justice respectifs pour que quelque chose soit fait dans ce sens. Très bien, justement, par rapport à ce réseau, vous le disiez à l'instant, oui. Il y a certains pays, vous avez cité, je crois, la Guinée, le Bénin, oui. Où il n'y a pas de tribunaux de commerce. C'est ça. Alors, comment est-ce que ce réseau va fonctionner? Et qui est à la tête de ce réseau? Alors, lorsque les statuts ont été adoptés, les élections ont été organisées, séance tenante. Et la présidence du réseau est revenue au tribunal de commerce d'Abidjan, et donc c'est moi qui assure donc à la Côte d'Ivoire. Et le secrétariat, oui. Merci beaucoup, le secrétariat général est revenu au tribunal de commerce de Ouagadougou, donc c'est la collègue qui préside ce tribunal qui en assure le secrétariat général, et elle a pour adjointe la présidente du tribunal d'instance de Dakar. Donc à nous trois, nous avons la charge de faire fonctionner le réseau. Et les autres pays où il n'y a pas de tribunal de commerce, comment est-ce que il y a travailler avec ces pays? Alors, il y a deux catégories de membres du réseau. Il y a les membres, on va dire, du réseau qui sont les tribunaux de commerce, et puis il y a les membres associés. Ce sont les tribunaux de première instance où il n'y a pas de tribunal de commerce. Mais on espère qu'à terme, on ne parlera plus de tribunaux de première instance en matière commerciale et qu'on ne parlera que de tribunaux de commerce. Et donc, c'est aussi un des objectifs de ce réseau, susciter cela. Vous savez, nos pays sont engagés dans l'intégration économique et il faut que les juridictions de commerce soutiennent ce processus-là. Et c'est pour ça que le réseau est important à cet égard. Justement, au niveau de la Côte d'Ivoire, comment se porte le tribunal du commerce? Vous avez parlé tout à l'heure de vos missions, de 2012 à 2016. Oui. Comment vous avez fonctionné, votre bilan? Est-ce que vous avez pu atteindre vos objectifs pendant ces 4 ans? Alors, le tribunal de commerce se porte bien. Je pourrais même dire très bien, malgré les difficultés, parce qu'au fur et à mesure que le temps passe, les procédures augmentent. Malgré les difficultés, le tribunal se porte très bien. Beaucoup de litiges nous sont envoyés, des litiges commerciaux divers, donc des litiges de banque, d'assurance, de transport maritime, aérien, de transport terrestre, de concurrence, de sociétés commerciales, de bourses, etc., etc. Alors, nous essayons de prendre ces litiges en charge de façon optimale. Et depuis la création du tribunal, nous avons, comme ça en statistiques cumulées, nous avons rendu, pour que les chiffres soient précis, vous permettez de regarder la note. Nous avons reçu 25 586 affaires, donc depuis octobre 2012 jusqu'à décembre 2015. Et nous avons rendu, dans la même période, à peu près 23 000 décisions. Et nous avons initié 2 actions importantes en termes de réforme. Au niveau du tribunal, il y a 2 actions importantes, c'est-à-dire la gestion électronique des procédures et la démarche qualité. Dans la gestion électronique, il y a un mouvement qui est en faveur de la dématérialisation des activités. Ce mouvement est au niveau du gouvernement et de toutes les administrations, et aussi au niveau de l'administration judiciaire. Et donc, au niveau du tribunal de commerce, nous avons, grâce à un logiciel qui a été conçu qui s'appelle eTribcom, commencer la gestion électronique des procédures. Et donc, au niveau des requêtes que nous recevons, au niveau des assignations que nous recevons, etc., etc. Et donc, il y a même une salle d'audience qui est équipée de 2 ordinateurs et on va à ces audiences-là sans le moindre papier. Tout se fait de façon électronique. La deuxième salle d'audience va être équipée bientôt pour que, à terme, tout se passe de façon électronique. Et la deuxième réforme importante que je voulais signaler... La formation accompagne, Ah oui, la formation accompagne. La formation, d'ailleurs, elle a précédé. Elle continue et elle suivra, parce qu'il faut toujours maintenir cela. Et la deuxième réforme importante, si vous le permettez, que je voulais signaler, c'est la démarche qualité. Alors, la démarche qualité s'inscrit dans le processus de progrès et d'amélioration constante. Vous savez, celui qui vient
l'administré ou le justiciable qui vient devant le service public, il n'est pas débiteur du service public. Il est créancier du service public. Et donc, on a l'obligation, nous qui animons le service public, de lui rendre un service public de qualité. Et donc, c'est pour ça que nous sommes engagés dans la démarche qualité. Et nous espérons qu'avant la fin de cette année, si possible, nous ayons la certification ISO concernant le tribunal. Oui, je vais vous demander que gagne la Côte d'Ivoire avec toutes ces réformes au niveau du tribunal du commerce. Vous savez, la Côte d'Ivoire, comme tous les autres pays, est notée par ce qu'on appelle le doing business. Hein, et il y a un indicateur très important qui est appelé exécution des contrats, hein, qui permet de mesurer la performance de la justice commerciale dans le pays considéré. Et là, lors des journées, nous avons eu la chance d'avoir ici Mme Erika Bazio, qui est à Washington, celle qui s'occupe de ces questions-là. Donc elle est venue, elle a fait un exposé pour faire voir un peu quels sont les critères qui sont pris en compte pour la notation des juridictions et des pays. Et là, on s'est aperçu, elle a dit qu'ils ont ajouté un dernier critère qui est important, c'est la gestion électronique. Et donc, en s'engageant dans cette procédure-là, nous essayons de répondre aux critères de la Banque mondiale et nous espérons peut-être que grâce à cela, la Côte d'Ivoire ait un peu plus de points. Maintenant, concernant la démarche qualité, c'est important de dire. Vous savez, très souvent, on dit qu'il faut des institutions fortes au lieu d'hommes forts, n'est-ce pas? Et c'est la démarche qualité qui assure la certification des process qui permet d'arriver à cela. Nous pensons qu'il est important qu'au-delà des personnes qui animent ce tribunal, que la performance soit maintenue. Et pour que ce soit maintenu, il faut que les procédures et les process soient certifiés. De sorte que si les personnes changent, mais les procédures et les process demeurent. L'institution demeure. Entre le tribunal du commerce, M. Koboué, la Cour d'arbitrage de Côte d'Ivoire, la Cour commune de justice et d'arbitrage et les tribunaux de première instance, qui fait quoi? Alors, c'est vrai que, quand vous le dites de cette façon, on peut y perdre son latin, hein, mais c'est très simple. Hein, c'est très simple. La Cour d'arbitrage de Côte d'Ivoire est créée au sein de la Chambre de commerce et d'industrie. Et sa mission, c'est de proposer à ceux qui ne veulent pas aller devant les tribunaux étatiques ce qu'on appelle les modes alternatifs de règlement des différends, c'est-à-dire l'arbitrage, la conciliation et la médiation, qui sont les principaux modes alternatifs de règlement des conflits. Maintenant, concernant la Cour commune de justice et d'arbitrage, elle a deux fonctions. Elle sert de Cour suprême concernant les décisions rendues par les juridictions commerciales dans la zone OADA, mais elle sert aussi de chambre d'arbitrage. Maintenant, concernant les tribunaux de première instance, notamment ceux avec lesquels nous partageons le même territoire, c'est-à-dire celui du Plateau et de Yopougon, ces tribunaux ont compétence en matière civile, en matière pénale et en matière sociale. Ils gardent aussi une compétence en matière commerciale lorsqu'ils sont saisis par le non-commerçant. Parce qu'il est possible qu'un non-commerçant entre en rapport juridique avec des commerçants. Le commerçant, lui, il est obligé de venir au tribunal de commerce. Le non-commerçant, il a le choix entre notre tribunal et les autres tribunaux de première instance. Donc voilà, je pense que dit ainsi, tout le monde se retrouve. Tout le monde est servi. Ouais. Alors, après des décisions, lorsque vous rendez des décisions, si l'individu ou l'entreprise n'est pas satisfaite, alors qui est-ce qu'on peut saisir après vous? Alors, il y a ce qu'on appelle dans notre jargon juridique et judiciaire les voies de recours. Alors, les voies de recours permettent à celui qui n'est pas satisfait de la décision de porter cette décision devant la juridiction supérieure. Alors, on va prendre 3 cas. Imaginons que la personne n'ait pas été touchée personnellement par l'assignation, elle n'a pas comparu et elle n'a eu aucune connaissance de la procédure. La décision est rendue. Si elle n'est pas d'accord, elle fait ce qu'on appelle opposition devant nous, pour que nous puissions réjuger l'affaire en sa présence. Maintenant, si nous avons rendu une décision en premier ressort, c'est-à-dire une décision qui est susceptible d'appel, en ce moment-là, elle fait appel devant la cour d'appel d'Abidjan. Mais si nous avons rendu une décision en premier et dernier ressort, pour se pourvoir en cassation, cela dépendra de la matière. Si c'est une matière OADA, elle est obligée de déférer notre décision devant la Cour commune de justice et d'arbitrage. Et si c'est une décision, si c'est une matière qui ne relève pas de l'OADA, comme les affaires de banque et d'assurance et tout ça, bon, mais elle défère notre décision devant la Cour suprême de Côte d'Ivoire.
Alors, est-ce qu'on peut vous faire confiance très rapidement? Ah oui, très rapidement. Pas vous, l'institution. Oui, non, je comprends très bien. Vous savez, la confiance est un sentiment qui porte à se confier à quelqu'un ou à quelque chose. Elle est très fragile. On peut nous faire confiance dans ce tribunal. Alors, je vous cite rapidement les raisons. D'abord parce que c'est un tribunal où il y a la culture juridique et la culture d'entreprise, avec les juges professionnels et les juges consulaires. C'est un tribunal qui travaille vite, mais pas de façon expéditive. C'est un tribunal qui est transparent, où tout se fait selon la loi, où se font la loi et les faits. Et puis c'est un tribunal qui finalement comprend une équipe motivée. Et là, je voudrais en profiter pour rendre hommage à tous les juges qui travaillent dans ce tribunal et tous les greffiers aussi, le personnel administratif, parce que ces messieurs et dames, malgré les difficultés, travaillent avec abnégation. Ils sont à la tâche. Ils sont à la tâche jour et nuit au service de l'économie nationale. Et ce sera votre mot de la fin. Notre invité pour le magazine de ce dimanche était le président du tribunal du commerce d'Abidjan, le docteur Koumoué François. Merci, monsieur Koumoué. Nous allons terminer très rapidement ce journal avec ces informations. Le président gabonais Ali Bongo Odiba a été investi officiellement hier samedi, candidat à la présidentielle prévue au second semestre de cette année 2016, et cela lors du congrès annuel du Parti démocratique gabonais, PDG, parti au pouvoir. Et puis, les experts du bureau d'enquête et d'analyse BEA ont confirmé ce dimanche le scénario d'un crash volontaire de la 320 de la Germanwings le 24 mars 2015 dans les Alpes. Dans son rapport final sur l'accident, selon le BEA, le copilote Andreas Lubitz avait intentionnellement réglé les consignes du pilote automatique pour commander une descente de l'avion jusqu'à la collision avec le relief. Le crash de l'appareil de la compagnie allemande avait fait 150 morts, dont 6 membres d'équipage. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.